Depuis des années, nous cherchons une deuxième maison dans l'espace, une Terre 2.0 habitable. Mais le télescope Webb vient de trouver l'exact opposé. Au lieu d'un paradis plein de vie, il a découvert une planète monstrueuse, déformée par le rayonnement d'une étoile à neutrons. Cette découverte est si étrange que l'équipe qui l'a trouvée s'est immédiatement demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ? Les chiffres ne mentent pas. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. » Mais cette planète se trouve à seulement 1,6 million de kilomètres de son étoile. C'est pourquoi la gravité l'écrase, la compresse et la transforme en cristal. Oui, nous vivons peut-être sur un diamant géant, mais vous ne survivriez pas une seconde là-bas. Si cette découverte vous passionne autant que moi, aimez la vidéo et abonnez-vous. Car ce que vous allez voir va repousser les limites de votre imagination. Si vous êtes prêts, on commence. Pendant des années, nous avons cru avoir résolu le fonctionnement de l'univers et connaître les règles de formation des planètes. Nous avons regardé notre système solaire et cru que tout ce qui se trouvait à l'extérieur devait être plus ou moins pareil, et que les lois de la physique produiraient partout les mêmes résultats raisonnables. Mais lorsque le télescope spatial James Webb a jeté son premier regard dans ce vide froid et sombre, ses croyances se sont transformées en un nuage de poussière. Car ce qui est apparu ne ressemblait en rien à ce qui est écrit dans les manuels scolaires. Même des chercheurs éminents comme Michael Zhang de l'Université de Chicago, en regardant les données, n'ont pu prononcer qu'une phrase de pure stupéfaction. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, je vais vous emmener à 750 années-lumière de la Terre, dans un système où tout ce que nous savons est sens dessus-dessous. Au centre de cette histoire, il n'y a pas d'étoile ordinaire, pas de soleil jaune qui chauffe et donne la vie. Ce monde étrange, nommé PSRJ 2322-2650b, ne tourne pas autour d'une étoile vivante. Il orbite autour d'un mort. Mais ce n'est pas un cimetière silencieux et paisible comme nous l'imaginons. Nous sommes autour d'un pulsar, Neshom, un phare cosmique. Cet objet était autrefois une étoile géante, au moins 10 fois plus lourde que le Soleil. Qui, lorsqu'elle a épuisé son carburant, au lieu de s'éteindre silencieusement, elle a explosé dans l'un des événements les plus violents de l'univers. Une supernova. Ce qu'il reste est d'une densité inconcevable. Prenez toute la masse du Soleil et faites-la tenir dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. C'est à peu près la taille d'une ville moyenne. Ce pulsar est aussi dense que cela. De plus, il ne s'arrête pas. Il tourne sur lui-même 300 fois par seconde. Cela fait 18 000 tours par minute. Cette vitesse est bien supérieure à celle du mixeur le plus avancé de votre cuisine. À chaque rotation, il projette dans l'espace des radiations gamma mortelles et des particules à haute énergie depuis ses pôles magnétiques. Ces rayons balayent l'univers comme un phare balayant un océan sombre. Vue de notre monde, ces rotations apparaissent comme des pulsations régulières. C'est de là que vient le nom pulsar. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler le voisin le plus dangereux, le plus radioactif et le plus imprévisible de l'univers. Cette relation de voisinage dangereuse est bien plus intime et étouffante que vous ne le pensez. Notre Terre est assise à une distance de sécurité du Soleil, à environ 150 millions de kilomètres. Cette distance nous donne la vie et protège notre atmosphère. Mais la planète dont nous parlons se trouve à seulement 1,6 million de kilomètres de ce pulsar mortel. C'est moins d'un centième de la distance entre la Terre et le Soleil. Elle est si proche que la gravité de l'étoile devient folle
pour attirer chaque atome de la planète vers elle. Qui cette proximité n'est pas seulement dangereuse, elle tord complètement la notion de temps. Qu'est-ce que cela signifie? Sur cette planète, une année ne dure pas 365 jours comme sur Terre. Elle ne dure même pas une journée. Cette planète complète son tour autour de son étoile en seulement 7,8 heures. Donc, quand vous partez au travail le matin et rentrez le soir sur cette planète, une année entière s'est écoulée, elle a vieilli et c'est fini. Quand vous faites une sieste l'après-midi, le calendrier passe à l'année suivante. Une année de 7,8 heures. Cette vitesse provoque une force centrifuge qui projette la planète vers l'extérieur, mais la gravité de son étoile ne la lâche pas. Imaginez un monde coincé entre deux forces colossales, et que cette situation ne menace pas seulement les calendriers, mais l'existence physique même de la planète. C'est ici que les choses deviennent encore plus étranges et que ce que nous voyons repousse les limites de notre imagination. Car cette proximité et cette vitesse ont un prix physique. Cette force gravitationnelle immense tire la planète si violemment qu'il lui devient impossible de conserver sa forme sphérique. Imaginez une boule de gaz géante, proche de la masse de Jupiter. Mais pas sous la forme ronde que nous connaissons. Elle ressemble à un citron géant flottant dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, un citron. Prenons notre propre monde comme référence. La différence entre le diamètre équatorial et le diamètre polaire de la Terre n'est que de 3 pour 1000. Nous sommes presque une sphère parfaite. Mais sur cette planète, le diamètre équatorial est 38%, plus large que le diamètre polaire. Une force d'étirement 100 fois supérieure à celle que subit la Terre écrase cette planète, la tord et déforme sa géométrie. Cela ressemble à une orange que vous presseriez de toutes vos forces dans votre paume pour changer sa forme. À la seule différence que celui qui fait cela est l'étoile morte la plus dense de l'univers. Alors que la planète est écrasée sous la force d'attraction du pulsar, elle gonfle vers l'extérieur au niveau de son équateur. Cette forme de citron n'est pas seulement une bizarrerie visuelle. C'est la plus grande preuve de la guerre violente qui se déroule dans la structure interne et l'atmosphère de la planète. La gravité la tire vers l'intérieur, tandis que la vitesse de rotation la projette vers l'extérieur. Et cette géométrie impossible apparaît. Une planète en forme de citron, au pied d'une étoile morte, vivant une année de moins de 8 heures. Rien que cela est un scénario qui ferait jalouser les auteurs de science-fiction. Mais le vrai choc n'est pas là. Ce qui a empêché les scientifiques de dormir, ce qui les a obligés à vérifier leurs données encore et encore, n'était pas la forme ou l'orbite de la planète. Car lorsque le télescope spatial James Webb s'est concentré sur l'atmosphère de cette planète, sur ses empreintes chimiques, ce qu'ils ont trouvé a pulvérisé les règles les plus établies de l'histoire de l'astronomie. Les capteurs sensibles de Webb n'ont pas trouvé les blocs de construction de la vie qui devraient être là, mais une véritable ville fantôme chimique. Il n'y avait pas de vapeur d'eau attendue, pas de gaz méthane, pas de dioxyde de carbone, même l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers et considéré comme le pilier des géantes gazeuses, n'était pas l'acteur principal. Alors, qu'y avait-il? Les données de Webb ont affiché sur l'écran des scientifiques une signature jamais vue auparavant. Du carbone moléculaire. Plus précisément, des paires et des trios d'atomes de carbone collés ensemble, connus sous les noms de C2 et C3. Cela peut sembler être un détail technique, mais c'est en réalité un signal d'alarme. Pourquoi? Car ces formes de carbone sont incroyablement fragiles.
s'il y avait ne serait-ce qu'une miette d'oxygène ou d'azote dans l'environnement. Ces liaisons se briseraient instantanément et se transformeraient en dioxyde de carbone. Le fait que le C2 et le C3 puissent rester là, intacts, signifie une seule chose. Il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère de cette planète, pas d'azote. C'est-à-dire que les deux éléments les plus courants de l'univers et les plus critiques pour la vie ont été totalement effacés de cette planète. C'est un enfer composé d'hélium et de carbone pur. Trouver un corps de la taille d'une planète sans oxygène ni azote. C'est comme plonger dans l'océan sans se mouiller. C'est pourquoi Mikkel Zhang a défini cette découverte comme un nouveau type d'atmosphère que personne n'avait jamais vu, tout en restant extrêmement poli. Scientifiquement, c'était une anomalie totale. Mais cet étrange cocktail chimique n'est qu'un début, car cet amas dense de carbone se transforme en quelque chose de beaucoup plus précieux, beaucoup plus dur et beaucoup plus effrayant à mesure que l'on s'enfonce dans l'atmosphère de la planète. Dans les couches supérieures de l'atmosphère, là où les conditions sont relativement plus fraîches, ces molécules de carbone s'unissent pour former des nuages. Mais ce ne sont pas des nuages de vapeur d'eau cotonneux comme sur Terre. Ce sont des nuages de suie. Imaginez cette couche de suie noire et grasse qui recouvre l'intérieur des cheminées. C'est ce genre de nuages noirs géants qui flottent dans le ciel de cette planète. Cependant, la vraie magie opère lorsque ces nuages de suie commencent à descendre, à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs de la planète. La température et la pression grimpent à des niveaux que l'esprit humain ne peut concevoir. Sous cette pression immense, le carbone est compressé, écrasé et subit une métamorphose. Les lois de la physique entrent ici en jeu. Si vous compressez du carbone sous une pression suffisante, qu'obtenez-vous? Du diamant. Sur cette planète, la pluie ne tombe pas sous forme de gouttes d'eau. Il pleut des diamants. Ces nuages de suie dans l'atmosphère se cristallisent avec la pression des profondeurs et descendent vers le centre de la planète comme une averse pleine de diamants. Nous avons des théories selon lesquelles il pourrait y avoir des pluies de diamants dans les profondeurs de Jupiter ou de Saturne. Mais là-bas, le carbone n'est qu'un composant mineur. Ici, l'atmosphère elle-même est faite de carbone. La matière première est illimitée. Cela signifie une précipitation de milliards de carats. Des experts comme Roger Romani de l'université Stanford pensent que le noyau de la planète se transforme lentement en un diamant géant. Une masse de Jupiter en forme de citron, avec un intérieur cristallisé en diamant géant. Le bijou le plus cher et le plus inaccessible de l'univers. Mais ne rêvez pas d'aller là-bas pour ramasser ce trésor. Car sous ce ciel rempli de diamants, l'un des fours les plus impitoyables de l'univers est en marche. La température de cette planète ne vient pas seulement de sa proximité avec une étoile. N'oubliez pas, elle orbite autour d'un pulsar. Les pulsars n'émettent pas de chaleur et de lumière comme les étoiles normales, ils vomissent des rayons gamma et des particules à haute énergie. Ce bombardement de radiation cuit littéralement l'atmosphère de la planète. Bien que selon les mesures de James Webb, la température atmosphérique est d'environ 1900 Kelvin. Cela signifie environ 1600 degrés Celsius. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie, pensez à ceci. Le titane, l'un des métaux les plus résistants sur Terre, fond à 1668 degrés. Donc, l'atmosphère de cette planète est si chaude que si vous y entriez avec un avion en titane, l'avion se liquéfierait en plein air et coulerait comme de la pluie.
Cette température est bien supérieure à ce que la lumière normale d'une étoile pourrait créer. Le pulsar calcine sa planète de l'intérieur et de l'extérieur avec ses radiations comme dans un four à micro-ondes. C'est précisément à ce moment-là qu'un dernier détail a terrifié les scientifiques. Le mouvement de l'atmosphère. Les atmosphères des planètes tournent généralement dans la même direction que la planète. Peut-être un peu plus vite ou plus lentement. Mais la direction est claire. Mais sur P-SR, les vents défient la logique. Les chercheurs ont découvert que l'atmosphère se déplace dans la direction opposée à la rotation de la planète. Visualisez cette situation. La planète est verrouillée alors qu'elle tourne vers l'est sur cette orbite folle autour du pulsar. Mais son atmosphère de carbone chargée de diamants et à 1600 degrés s'écoule vers l'ouest, c'est-à-dire dans la direction opposée, à des vitesses supersoniques. Si vous pouviez vous tenir à la surface de cette planète, ce qui est impossible, le sol sous vos pieds irait dans une direction, tandis que le ciel au-dessus de votre tête hurlerait en allant dans le sens inverse. La planète et son atmosphère semblent se battre l'une contre l'autre. Deux forces géantes tirant dans des directions opposées rendent ce monde encore plus chaotique. Mettons maintenant toutes les pièces sur la table et regardons l'image d'ensemble. Nous avons devant nous une planète aussi lourde que Jupiter, mais transformée en citron par une étoile morte qui la serre. Son atmosphère est composée d'hélium et de suie d'une manière sans précédent dans l'univers. Il pleut des diamants au lieu d'eau liquide. Sa température est capable de faire fondre les métaux. Ses vents soufflent à l'envers de la planète. Et son année ne dure que 8 heures. Ce tableau n'est pas seulement intéressant, il est effrayant. Car aucune théorie de formation planétaire que nous connaissons ne prévoyait qu'une telle chose puisse exister. Si le modèle d'accrétion de cœur ne fonctionne pas ici. Le modèle d'instabilité du disque fait faillite. Même la possibilité qu'elle soit le reste d'une étoile ne suffit pas à expliquer l'atmosphère de carbone pur. Les scientifiques ont essayé tous les modèles qu'ils avaient, et ils ont tous heurté un mur. Cette planète ne devrait pas exister. Mais elle est là. Elle nous regarde et hurle que tout ce que nous savons est incomplet. Cependant, le plus effrayant est ceci. Cette planète de diamants n'est pas la seule anomalie trouvée par James Webb. Dans les profondeurs de l'univers, d'autres mondes bien plus sauvages, bien plus impitoyables, et qui repoussent bien plus notre imagination se cachent. Alors, si les pluies de diamants vous ont semblé étranges, que diriez-vous d'une planète où il pleut du fer, ou d'une boule infernale dont la surface est entièrement recouverte de lave, mais qui parvient à conserver son atmosphère? Car le télescope Webb a maintenant tourné ses yeux vers une autre cible, si dérangeante qu'elle éclipserait même la planète de diamants. Et les données qui en proviennent montrent que nous n'avons pas encore entendu la partie la plus terrifiante de cette histoire. Et juste à ce moment-là, alors que nous pensions que l'histoire de ces pluies de fer terrifiantes était terminée, le télescope James Webb a tourné son regard vers une cible beaucoup plus ancienne, beaucoup plus lointaine et théoriquement beaucoup plus impossible. Nous ne parlons plus seulement de météo exotique. Nous parlons maintenant des limites de l'existence des planètes, des lignes où les lois de la physique disent stop. Car ce nouveau monde nommé TOI 561b n'est pas seulement une planète, c'est une anomalie qui ne devrait pas survivre. TOI 561b appartient à une catégorie rare que les scientifiques classent comme super-Terre
à période ultra courte. Mais ce nom technique ne suffit pas à décrire l'enfer que vit cette planète. C'est un monde rocheux. Elle fait environ 1,4 fois la taille de la Terre et sa masse est le double de celle de notre planète. Jusqu'ici, tout peut sembler normal. Mais l'endroit où elle se trouve est l'endroit où la logique s'arrête. Cette planète se trouve à une distance de son étoile qui ne représente qu'un 40e de la distance entre Mercure et le Soleil. Détaillons un peu le langage des chiffres. Mercure est la planète la plus interne et la plus calcinée de notre système solaire. Nulltoi 561b est 40 fois plus proche. Une orbite à cette proximité fait que la planète complète son tour autour de l'étoile en seulement 10,5 heures. Avant même qu'une demi-journée ne passe sur Terre, une année entière est terminée sur cette planète, et cette proximité a un prix, le verrouillage gravitationnel. Une face de la planète regarde éternellement l'étoile. L'autre face est éternellement plongée dans l'obscurité. Pas de rotation, pas de cycle jour et nuit, juste un four éternel et un congélateur éternel. Selon les lois de la physique et tous les modèles que nous avons, le destin d'une planète dans ces conditions est clair. Être un morceau de roche nue, calciné et sans atmosphère. Ce bombardement de radiation terrifiant venant de l'étoile aurait dû projeter la moindre miette de gaz dans l'espace en des milliards d'années. Surtout si l'âge de cette planète est de 10 milliards d'années. Oui, vous avez bien entendu, ce système est 2 fois plus vieux que notre système solaire. Une torture radioactive de 10 milliards d'années. Durant cette période, l'atmosphère aurait dû être détruite des milliards de fois. Mais, quand les données de Webb sont arrivées, les scientifiques ont été choqués. La température du côté jour de la planète était bien inférieure aux valeurs calculées. Si c'était une roche nue, la température aurait dû atteindre 2700 degrés Celsius. C'est une température qui ferait fondre instantanément non seulement les roches, mais même les montagnes. Mais les mesures de Webb ont montré que la température n'était que de 1800 degrés Celsius. La différence est de 900 degrés. Cela ne pouvait pas être une erreur de mesure. Et une différence aussi grande ne pouvait avoir qu'une seule explication. Une atmosphère. C'est impossible, mais vrai. Cette planète qui cuit au pied de son étoile depuis 10 milliards d'années possède encore une atmosphère épaisse, tau, dense et complexe, et pas une fine couche de gaz. Une atmosphère géante remplie de nuages qui reflètent la lumière et crée des vents assez puissants pour transporter la chaleur vers le côté nuit. Mais comment ces gaz peuvent-ils rester là alors que les lois de la physique sont si claires? La réponse à cette question pourrait se trouver à la surface de la planète, un océan de magma. Cette planète est littéralement une boule de lave humide. Cette immense mer de magma, à sa surface, libère constamment des gaz dans l'atmosphère, remplaçant les gaz qui s'échappent. La planète se retourne de l'intérieur vers l'extérieur, se nourrit elle-même et résiste à 10 milliards d'années de destruction. Mais, même cette boule de lave humide pourrait paraître innocente à côté du prochain monstre trouvé par Webb. Tournons maintenant notre route vers WASP 121b, aussi appelée Tylos. C'est une géante gazeuse, à 850 années-lumière de la Terre. Mais ce n'est pas une géante calme comme Jupiter. Elle est si proche de son étoile que son atmosphère chauffe jusqu'à 2300 degrés Celsius. À cette température, le fer devient gazeux, le platine fond. Cependant, ce qui rend Tylos vraiment effrayante n'est pas sa température, mais sa forme et sa queue. Oui, une planète peut-elle avoir une queue? Normalement non. Mais WASP 120 et un B n'est pas normal.
Lorsque le télescope Webb a examiné cette planète en détail, il a découvert qu'elle n'avait pas une, mais 2 queues géantes. Ces queues, composées de gaz hélium, s'étendent sur 60% de l'orbite de la planète. Imaginez, une planète marque sa propre orbite avec ses propres morceaux. Une queue est projetée vers l'arrière par la pression de radiation de l'étoile. Exactement comme une comète. C'était attendu. Mais, la deuxième queue, c'est elle qui a stupéfié les scientifiques. La deuxième queue précède la planète. La gravité de l'étoile tire l'atmosphère de la planète si violemment que les gaz coulent vers l'étoile avant la planète. C'est un meurtre au ralenti. L'étoile démantèle sa propre planète pièce par pièce, aspire son atmosphère et la détruit. Et nous regardons ce cannibalisme cosmique en direct. Et cette destruction ne se contente pas d'arracher l'atmosphère. Elle déforme aussi la forme de la planète. WASP 121b n'est pas une sphère. Elle a la forme d'un œuf, comme un ballon de football américain. La force d'attraction de l'étoile la tient par l'équateur et la tire. Cette planète est une victime déformée, vivant au bord de la désintégration, perdant de sa masse à chaque seconde. Mais les méthodes de torture de l'univers ne se limitent pas à cela. Voici maintenant les différences de température terrifiantes auxquelles même la lumière ne peut échapper. WASP-18b, une autre Jupiter chaude à 400 années-lumière. Mais, cette fois, la température est du genre à briser même les molécules. Lorsque le télescope Webb a établi pour la première fois la carte thermique en 3 dimensions de cette planète, le paysage qui est apparu ressemblait à une description moderne de l'enfer. Sur la face de la planète tournée vers l'étoile, la température dépasse les 2700 degrés Celsius. Cette température est si élevée que même les molécules d'eau ne peuvent rester ensemble. Normalement, on trouve de la vapeur d'eau dans l'atmosphère des Jupiters chaudes. Mais il n'y a pas d'eau du côté jour de WASP-18b, car la chaleur sépare les molécules d'eau en leurs atomes, hydrogène et oxygène. Elle les brise, elle les détruit. L'eau ne peut se reformer que lorsque les vents transportent ces atomes vers le côté nuit, plus frais de la planète. D'un côté de la planète, l'eau meurt, de l'autre, elle renaît. Un cycle infini de mort et de résurrection. Cette carte ne nous a pas seulement montré la température, elle nous a aussi permis de regarder dans les profondeurs de l'atmosphère, dans ses couches. Et ce que nous avons vu, c'est que la température change de milliers de degrés à différentes altitudes de la planète, pendant que les molécules se brisent en bas. Une toute autre chimie se déroule en haut. Cette complexité, cette violence, cette échelle, aucune simulation n'avait prédit cela exactement. Mais toutes ces découvertes, cette destruction, cette fonte, cette évaporation, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car il y a des signaux cachés parmi les données de Webb que nous ne pouvons pas encore totalement comprendre. Ces planètes ne repoussent pas seulement les limites physiques. Elles remettent aussi en question notre définition de planète. Si l'atmosphère d'une planète disparaît, si sa forme se déforme, s'il y pleut du fer, est-ce toujours une planète? Ou est-ce une tentative ratée d'une étoile? Et maintenant, à la lumière de toutes ces données, les scientifiques se posent cette question inévitable. Si des mondes aussi extrêmes sont sous notre nez, qu'allons-nous trouver en regardant plus loin, en descendant plus profond? Car la créativité de l'univers pourrait être bien plus effrayante que notre imagination. Et peut-être que la plus grande surprise nous attend dans ce coin sombre encore inexploré.
et l'un de ces coins sombres pourrait abriter un cauchemar devant lequel même notre imagination reste insuffisante. Car le prochain monde trouvé par le télescope Webb n'est pas seulement une Jupiter chaude, c'est aussi un endroit où la météorologie est devenue complètement folle. Cette planète nommée WASP-76b possède une météo qui dépasse même les rêves les plus sombres des auteurs de science-fiction. C'est une planète où il pleut le soir. Mais ce qui tombe n'est pas de l'eau. WASP-76b se trouve à 640 années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. Bien qu'elle ait la masse de Jupiter, elle est gonflée à cause du rayonnement immense venant de son étoile et est presque 2 fois plus large que Jupiter. Cette planète géante complète un tour complet autour de son étoile en moins de 2 jours terrestres. C'est tout comme les autres. Elle est prise dans un verrouillage gravitationnel. Une face brûle éternellement. L'autre gèle éternellement. Les températures du côté jour atteignent des niveaux inconcevables. 2400 degrés Celsius. Cette température ne fait pas seulement fondre les métaux, elle les vaporise. Le fer avec lequel nous construisons nos ponts et nos bâtiments sur Terre circule sous forme de nuages de gaz du côté jour de cette planète. L'atmosphère est un brouillard de métal super chaud, tourbillonnant et rempli de fer vaporisé. Mais la véritable terreur commence lorsque vous passez du côté nuit. Le côté nuit de cette planète est frais, bien sûr, pas selon les standards humains. Là-bas, les températures sont d'environ 1500 degrés Celsius, mais cette différence de 900 degrés détermine le destin de la planète. La vapeur de fer du côté jour est transportée vers le côté nuit par des vents atteignant 18 000 km à l'heure. Et lorsqu'elle passe de ce côté frais, la vapeur de fer se condense. Elle passe de l'état gazeux à l'état liquide et elle commence à tomber du ciel. Sur cette planète, il pleut du fer, des gouttes de fer liquide fondues, incandescentes. Il ne pleut pas de l'eau du ciel, mais du métal brûlant comme du feu. L'astronome David Ehrenreich de l'Université de Genève résume la situation ainsi. On peut dire qu'il pleut le soir sur cette planète, à la seule différence qu'il pleut du fer. Comment les scientifiques ont-ils compris cela? Le télescope Webb et les observations au sol ont détecté une vapeur de fer dense à la frontière du soir de la planète, c'est-à-dire dans la zone de transition du jour vers la nuit. Mais à la frontière du matin, c'est-à-dire dans la zone de transition de la nuit vers le jour, il n'y avait pas de fer. Où était-il passé? Il était tombé sous forme de pluie pendant la nuit, enfoui dans les profondeurs de la planète. C'était la preuve que le fer tourne dans un cycle atmosphérique, s'évapore puis pleut, et que ce cycle infernal dure éternellement. Mais les surprises de WASP-76b n'étaient pas terminées. Des observations récentes ont trouvé les traces d'un phénomène optique appelé effet de gloire ou halo dans l'atmosphère de cet enfer de pluie de fer. Ce sont des anneaux colorés semblables à un arc-en-ciel, formés par la réfraction de la lumière par les gouttelettes des nuages dans certaines conditions. Sur Terre, vous les voyez parfois au-dessus des nuages en regardant vers le bas depuis un avion. On en a aussi vu sur Vénus, mais trouver un halo semblable à un arc-en-ciel sur une planète où il pleut du fer à 640 années-lumière, c'est une beauté étrange au milieu du chaos. Un jeu de lumière fantomatique brillant au milieu d'une tempête terrifiante. Toutes ces découvertes, ces mondes impossibles, nous amènent à une seule question. Si l'univers est si étrange, alors qu'est-ce que nous appelons normal? Car les données de Webb ont éclairé un autre mystère. Et cette fois,
La cible concernait l'identité des planètes. Revenons à P, S, RJ 2000, 322-2000-650. B. Cette planète citron aux pluies de diamants. Son existence est bien plus que dire nous avons trouvé une planète étrange. Elle force la définition d'être une planète. Dans l'Union astronomique internationale, la classe comme une exoplanète car sa masse représente 80% de celle de Jupiter. Mais son histoire de formation, elle ne s'est pas formée comme une planète. Les planètes normales naissent d'un disque de gaz et de poussière autour d'une jeune étoile. Mais la chimie de PSR ne correspond pas à cela. Cette atmosphère pure composée d'hélium et de carbone ne peut pas sortir d'un disque normal. Pourrait-elle être le reste d'une étoile? Peut-être. C'était autrefois une étoile, mangée par le pulsar X dépouillé. Et il ne reste que ce noyau. Mais la physique nucléaire dit qu'on ne peut pas obtenir de carbone pur par le dépouillement d'une étoile. Les étoiles mélangent les éléments par fusion nucléaire. Elles ne laissent pas un élément pur. Mais cet objet n'est ni tout à fait une planète, ni tout à fait une étoile. C'est un orphelin cosmique qui dépasse les catégories. Un entre-deux. Comme le dit Michael Jang. Cette chose s'est-elle formée comme une planète normale? Non. S'est-elle formée par le dépouillement d'une étoile? Probablement non. Alors, qu'est-ce que c'est? La science aime mettre la nature dans des boîtes. Boîte étoile, barre verticale. Boîte planète, barre verticale. Boîte naine, brune. Mais, barre verticale, PSR ne rentre dans aucune de ces boîtes. Elle nous jette au visage que notre système de classification est insuffisant. Et cette incertitude pourrait bien être la plus grande découverte. Car, si nous avons trouvé un objet que nous ne pouvons pas classer, cela signifie que l'univers produit plus de types que nous ne le savons. Peut-être que notre galaxie est pleine de ces objets hybrides, fragmentés, transformés, qui ne sont ni étoiles ni planètes. Peut-être que nous pensons que l'univers est plus simple qu'il ne l'est, parce que nous ne trouvons que les plus brillants et les plus faciles à voir. James Webb ne trouve pas seulement de nouvelles planètes. Il refait l'inventaire de l'univers. Et dans cet inventaire, il y a des matières, des processus et des objets que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais comment Webb fait-il cela? Comment sent-il le carbone dans l'atmosphère d'une planète à 750 années-lumière? Comment voit-il la pluie de fer à 640 années-lumière? Comment capture-t-il la lumière venant d'il y a des milliards d'années? La technologie derrière ces découvertes est au moins aussi fascinante que les découvertes elles-mêmes. Car pour atteindre ces résultats, la machine la plus complexe jamais produite par l'humanité doit fonctionner au point le plus froid de l'univers, juste au bord du zéro absolu. Mais, pour comprendre comment fonctionne le mécanisme derrière ces découvertes, nous devons reprendre notre souffle un instant et passer de cette vitesse vertigineuse à un monde d'ingénierie calme et de sang-froid. Car capturer des signaux aussi lointains, aussi faibles et aussi complexes ne peut s'expliquer par la seule chance. C'est la victoire de l'outil d'observation le plus sensible, le plus complexe et le plus cher de l'histoire de l'humanité. Le télescope spatial James Webb. Alors, comment ce miroir doré géant parvient-il à sentir le carbone à l'intérieur d'un nuage de gaz à des milliards de kilomètres, ou à établir la carte thermique d'une planète à des centaines d'années-lumière? Il est temps de regarder sous le capot de ce détective cosmique. Le premier héros visible de ce succès est sans doute ce miroir primaire géant. Le cœur de Webb est un collecteur de lumière géant de 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux, chacun travaillé comme une œuvre d'art. Pour saisir ce que cette taille signifie, faisons une comparaison.
le miroir du légendaire prédécesseur de Webb, le télescope spatial Hubble, ne faisait que 2,4 mètres de diamètre. Donc, Webb possède un miroir 2,5 fois plus large que celui de Hubble. Cependant, en astronomie, le diamètre n'est pas seulement une augmentation linéaire, la surface augmente au carré. Cela signifie que Webb peut collecter 6 fois plus de lumière que Hubble. Pensez-y ainsi. Si Hubble est un verre d'eau que vous posez dehors un jour de pluie, Webb est un seau géant. Dans le même temps, il collecte beaucoup plus de gouttes de données du même ciel. Cette capacité supplémentaire de collecte de lumière permet à Webb de voir des objets beaucoup plus faibles. Cette planète de diamants à 750 années-lumière est comme un grain de poussière perdu dans le noir pour un télescope normal. Mais, pour le seau géant de Webb, ce grain se transforme en un déluge de données. La surface de ces miroirs est une autre merveille d'ingénierie. Chaque segment est fait d'un métal appelé beryllium, extrêmement léger mais plus solide que l'acier. Le beryllium est l'un des rares matériaux capables de conserver sa forme dans le froid glacial de l'espace. Et ces miroirs sont recouverts d'or pur d'une finesse microscopique. Pourquoi de l'or? Car Webb n'observe pas l'univers en lumière visible comme nos yeux, mais en lumière infrarouge. Et l'or est l'un des matériaux les plus efficaces de l'univers pour réfléchir la lumière infrarouge. Il réfléchit la lumière bleue à 99%. Donc, cette couleur dorée emblématique n'est pas seulement un choix esthétique. C'est le résultat d'une règle de physique pure. Mais, un miroir géant seul ne suffit pas. Le vrai secret de Webb est caché non pas dans l'endroit où il regarde, mais dans la manière dont il regarde. Webb est un télescope infrarouge, et ce choix est d'une importance vitale pour résoudre les secrets les plus profonds de l'univers. La lumière infrarouge, c'est en fait de la chaleur. Votre corps, le radiateur dans votre chambre, même la Terre elle-même émettent de la lumière infrarouge. Tout ce qui est chaud brille. C'est ici qu'un gros problème surgit. Si votre télescope lui-même est chaud, sa propre chaleur étouffe les signaux faibles venant de l'espace. C'est comme chercher une luciole avec une torche allumée à la main par une journée ensoleillée. La lumière de la torche rend la lueur faible de la luciole totalement invisible. La chaleur du télescope est cette torche. Les signaux venant des planètes lointaines sont la luciole. Webb devait résoudre ce problème, et la solution fut l'un des chefs-d'œuvre de l'ingénierie spatiale, SIA, le bouclier solaire géant. Ce bouclier a la taille d'un court de tennis et se compose de 5 couches faites d'un polymère spécial appelé Kapton. Chaque couche est plus fine qu'un cheveu, mais incroyablement efficace pour bloquer la chaleur venant du Soleil, de la Terre et de la Lune. Alors que le côté du bouclier faisant face au Soleil peut chauffer jusqu'à 85 degrés Celsius, le côté à l'ombre où se trouve le télescope reste à moins 233 degrés Celsius, soit seulement 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Cette différence de température est un gouffre d'environ 300 degrés. Alors que l'eau peut bouillir du côté soleil, l'azote gèle du côté ombre. Grâce à ce bouclier, les instruments sensibles de Webb peuvent écouter l'univers sans le bruit de leur propre chaleur. Sans ce bouclier, nous n'aurions jamais vu la signature carbone dans l'atmosphère de cette planète de diamants, car la propre température du télescope aurait enterré ce signal faible derrière un mur de bruit. Ce système de refroidissement fait de Webb non seulement un télescope, mais l'un des thermomètres les plus sensibles de l'espace. La position est aussi critique que la technologie.
Webb ne tourne pas en orbite autour de la Terre comme Hubble. L'orbite de la Terre est encombrée, pleine de chaleur, et la Terre elle-même cache la moitié du ciel. Webb s'est garé à la place à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un point d'équilibre gravitationnel spécial appelé point de Lagrange, 2 ou L2. Ce point permet à Webb de garder le Soleil, la Terre et la Lune toujours du même côté, c'est-à-dire derrière le bouclier solaire. Ainsi, le télescope peut regarder l'espace profond 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans interruption. Hubble devait entrer et sortir de l'ombre de la Terre toutes les 90 minutes en tournant autour d'elle, et cela interrompait les observations comme une lumière qu'on allume et éteint constamment. Mais pour Webb, la nuit ne finit jamais. Les durées d'observation sont ininterrompues. Cette continuité est d'une importance vitale, surtout pour étudier les atmosphères des exoplanètes. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, capturer la lumière filtrée par son atmosphère peut prendre des heures. Si la Terre s'interpose pendant ce temps, la donnée est perdue. La position de Webb en L2 lui donne cette capacité de longue exposition. Comme une caméra qui reste immobile, sans trembler, dans la pièce la plus sombre de l'univers. Il peut collecter les rayons de lumière les plus faibles pendant des heures, des jours. C'est la raison pour laquelle nous pouvons suivre sans interruption le tour complet d'une planète ayant une orbite de 7,8 heures et cartographier les différences de température entre le jour et la nuit. L'un des instruments que possède Webb, le NIRSPEC, ou spectrographe proche infrarouge, est le sommet de cette technologie. Cet appareil agit comme un prisme qui sépare la lumière entrante en ses couleurs comme un arc-en-ciel. Mais ce n'est pas un prisme ordinaire. Le NIRSPEC possède un réseau de micro-obturateurs capables d'observer des centaines d'objets différents en même temps. 250 000 de petites fenêtres, chacune de la largeur d'un cheveu humain. Ces fenêtres peuvent s'ouvrir et se fermer indépendamment. C'est grâce à cela, Webb peut laisser entrer la lumière de l'étoile qui l'intéresse, tout en bloquant la lumière de l'étoile brillante, mais inintéressante juste à côté. C'est comme pouvoir faire taire tout le monde dans un stade bondé pour entendre la voix d'une seule personne. Cette sélectivité est révolutionnaire, surtout lorsqu'on étudie la planète faible à côté d'une étoile ou une étoile spécifique à l'intérieur d'un amas de galaxies, dans l'analyse atmosphérique des exoplanètes. Cette capacité rend possible la méthode que nous appelons spectroscopie de transit lorsque la planète passe devant son étoile. Une infime partie de la lumière de l'étoile filtre à travers l'atmosphère de la planète. Les gaz dans l'atmosphère absorbent certaines couleurs de la lumière, certaines longueurs d'onde. C'est exactement comme un code-barre. Le code-barre du carbone est différent. Celui de l'eau est différent. Celui du méthane est différent. Le NIRSPEC lit ces code-barres. C'est ce lecteur de code-barres qui nous dit qu'il n'y a pas d'oxygène ni d'azote dans l'atmosphère de PSR J 2322-2650 mais seulement du carbone et de l'hélium. Si nous regardions avec nos yeux, nous ne verrions qu'un point lumineux. Mais, en regardant avec le NIRSPEC, nous voyons l'usine chimique, les liaisons moléculaires, la danse atomique à l'intérieur de ce point. Sans cet appareil, cette planète serait restée juste une masse. Maintenant, elle est devenue un monde. Cette symphonie technologique, Tsehara, miroir en or, bouclier solaire, orbite, L2 et micro-obturateur. Tous se sont réunis pour un seul but: élargir les limites de la perception humaine. Hommes,
Les capacités de Webb ne se limitent pas à l'analyse atmosphérique. Il y a aussi MIRI, l'instrument moyen infrarouge, qui est une toute autre histoire. MIRI doit fonctionner encore plus froid que les autres appareils de Webb, à moins 266 degrés Celsius. C'est seulement 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Pourquoi si froid? Car, SECT, les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen sont l'outil le plus puissant pour écarter les rideaux poussiéreux de l'univers. La lumière visible et la lumière proche infrarouge sont bloquées par les nuages de poussière dense. Mais la lumière infrarouge moyen traverse cette poussière. C'est MIRI qui nous permet de regarder dans les lieux de naissance des étoiles, au cœur des disques où se forment les planètes, dans ces régions chaotiques et cachées. C'est aussi cette sensibilité dans ces longueurs d'onde qui nous permet de voir cette carte thermique détaillée de WASP-18b. Cette différence dramatique entre le côté jour et le côté nuit. Car le rayonnement thermique émis par la planète brille le plus fort dans l'infrarouge moyen. MIRI prend la photo thermique de la planète, comme une image de caméra thermique prise depuis l'espace. Cet équipement de Webb nous offre une image de l'univers dans une résolution que nous n'avions jamais vue, dans une profondeur que nous n'avions jamais vue et dans une palette de couleurs que nous n'avions jamais vue. Chaque composant est conçu pour résoudre un problème. Le bouclier pour le problème de chaleur, le miroir géant pour le problème de lumière, la position spatiale pour le problème d'atmosphère, les spectrographes pour le problème d'analyse. Si ce n'est pas un ensemble de pièces réunies par hasard, c'est une machine de découverte planifiée jusqu'à la moindre vis. Cependant, ce que cette machine nous montre ne se résume pas à un succès technique. Ces données racontent bien plus que des graphiques et des chiffres sur du papier. Car ces codes barres, ces cartes thermiques, ces courbes de lumière murmurent en réalité l'histoire profonde de l'univers, sa chimie et peut-être l'origine de la vie. Alors, quand ces détails techniques s'unissent, que nous disent-ils dans la grande image? Pourquoi les données révélées par ces mécanismes excitent-elles autant les scientifiques tout en les effrayant autant? Et cette peur est en fait une inquiétude mêlée d'une admiration scientifique. Car ce que nous voyons, c'est que même les règles chimiques fondamentales de l'univers sont bien plus flexibles que nous le pensions. Rappelez-vous comment nous avons détecté cette atmosphère de carbone pure de PSR. Ce n'est pas aussi simple que de regarder le spectre lumineux. Ici, c'est l'une des méthodes les plus sophistiquées de l'astronomie qui entre en jeu. La spectroscopie de courbes de phase. Normalement, pour étudier l'atmosphère d'une planète, nous attendons qu'elle passe devant son étoile. C'est comme examiner la fumée devant un rideau éclairé par derrière. Cependant, certaines planètes comme PSR ne passent pas devant leur étoile ou leur étoile est si faible que cette méthode ne fonctionne pas. C'est là que la capacité de Webb entre en jeu. Et Webb ne regarde pas seulement le passage de la planète. Il surveille chaque instant qu'elle passe le long de son orbite. Pendant que la planète tourne autour de son étoile, elle nous montre ses différentes faces. Exactement comme les phases de la Lune. Parfois, nous voyons sa face sombre, en position de nouvelle lune. Parfois, sa face éclairée en position de pleine lune. Webb, en observant la totalité de ce cycle, collecte la lumière venant de chaque angle de la planète. C'est comme prendre une photo panoramique à 360 degrés d'un objet en rotation. Grâce à cette méthode, nous pouvons cartographier non seulement une image instantanée unique de la planète, mais aussi la structure dynamique de son atmosphère, ses vents et ses changements de température.
Or, c'est aussi ce qui nous a permis de découvrir l'atmosphère étrange de PSR qui tourne à l'envers. Nous comprenons si les gaz viennent vers nous ou s'éloignent de nous en utilisant l'effet Doppler de la lumière. Tout comme le son de la sirène d'une ambulance devient aigu en s'approchant et grave en s'éloignant. La longueur d'onde de la lumière change avec le mouvement. Les yeux sensibles de Webb mesurent ces décalages microscopiques dans la couleur de la lumière émise par les atomes de carbone et déterminent la direction et la vitesse des vents. Détecter des vents soufflant à des kilomètres par seconde depuis 750 années-lumière. C'est comme mesurer la vitesse d'une voiture sur l'autoroute avec des jumelles depuis un autre continent. Cependant, dans l'arsenal de Webb, il y a un autre appareil dont on parle peut-être le moins, mais qui assume l'une des tâches les plus critiques, le FGS-NIR-ISS. Le nom de cet appareil peut être un peu long et complexe, mais sa mission est d'une simplicité vitale. Stabiliser le télescope. Rester stable dans l'espace est difficile. Webb est en mouvement constant et la moindre vibration peut rendre l'image floue. Le FGS mesure la position des étoiles 16 fois par seconde et ajuste les miroirs du télescope en conséquence avec une précision d'un millionième de millimètre. C'est comme essayer de faire passer un fil dans le chat d'une aiguille située à des kilomètres depuis un train en marche. Sans cette stabilité surhumaine fournie par le FGS, les données collectées par le NIRSPEC et MIRI ne seraient que des taches de lumière insignifiantes. Le NIRIS transforme cette stabilité en opportunité scientifique. Il utilise une méthode appelée spectroscopie sans fente. Les spectrographes normaux focalisent la lumière en la faisant passer par une fente fine. Mais cela peut causer la perte d'une partie de la lumière. Le NIRIS diffuse la lumière directement sur le capteur sans la faire passer par une fente. Cette méthode offre un avantage particulier lors de l'étude des planètes autour d'étoiles très brillantes. Le héros, qui nous permet de voir si nettement la vapeur d'eau dans l'atmosphère de WASP-96b, de faire cette analyse chimique détaillée, c'est le NIRIS. Avec les anciens télescopes, capturer ce genre de détails était comme essayer de reconnaître un visage sur une photo floue. Avec le NIRIS, nous prenons des portraits nets comme si nous étions à côté. Mais, au-delà de tout cet équipement, de tous ces miroirs et capteurs, la plus grande force de Webb est peut-être sa capacité à tordre le temps. Et ici, l'une des lois les plus fondamentales de l'univers entre en jeu. La vitesse de la lumière. La lumière ne voyage pas instantanément dans l'univers. Sa vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. C'est très rapide, mais pas infini. Un photon de lumière sortant du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Donc, quand vous regardez le Soleil, vous voyez en fait son état d'il y a 8 minutes. Quand vous regardez plus loin, vous regardez plus dans le passé. Webb utilise ce principe pour fonctionner comme une machine à voyager dans le temps. Comme Hubble collectait la lumière visible, il avait du mal à regarder les premières périodes de l'univers. Car l'univers s'étend, à mesure que l'espace s'étend. Les ondes lumineuses s'étirent aussi et se décalent vers le rouge. La lumière ultraviolette est visible venant des premières étoiles et galaxies de l'univers s'est transformée en lumière infrarouge en s'étirant au cours de leur voyage de plusieurs milliards d'années. Hubble ne pouvait pas voir cette lumière car ses yeux n'y étaient pas adaptés. Mais Webb a été conçu exactement pour cela, pour voir l'infrarouge. Webb peut regarder jusqu'à 13,5 milliards d'années en arrière, quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang.
vers ces âges sombres où les premières étoiles ont brûlé, où les premières galaxies se sont formées. Pourquoi cette capacité est-elle importante pour la recherche sur les exoplanètes? Car, pour comprendre comment les planètes se forment, il ne suffit pas de regarder leur état actuel. Nous devons regarder leurs photos de bébés, les disques primitifs où elles se sont formées. L'instrument MIRI de Webb peut regarder au cœur des disques de poussière autour des jeunes étoiles et suivre les premières étapes de la formation planétaire. Il peut voir les matières qui s'agglutinent dans cette poussière, les roches qui s'unissent, les géantes gazeuses qui grandissent. C'est comme regarder tout le processus de croissance d'un adulte en commençant par les images d'échographie dans le ventre de sa mère, au lieu de regarder seulement son état actuel. En étudiant des planètes antiques, vieilles, de 10 milliards d'années, comme toi, 561 b, nous comprenons comment était la formation planétaire dans les périodes précoces de l'univers. À quoi ressemblait le mélange des éléments à cette époque? Le carbone était-il plus abondant? Le fer était-il plus courant? Webb trouve les réponses à ces questions en creusant des fossiles de lumière vieux de milliards d'années. Cette capacité de voyage dans le temps nous permet aussi de cartographier l'évolution chimique de l'univers. Les éléments que nous voyons aujourd'hui, le carbone, l'oxygène, le fer, ont tous été cuisinés à l'intérieur des étoiles. Au début de l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Webb, en suivant ce processus d'enrichissement, nous aide à comprendre comment des planètes riches en carbone comme P, SR sont apparues. Peut-être que ces planètes sont des anomalies locales propres à une certaine période ou une certaine région de l'univers. Ou peut-être que l'histoire chimique de l'univers est beaucoup plus diversifiée que nous ne le pensions. Tous ces mécanismes, la spectroscopie de courbes de phase, la spectroscopie sans fente, les capteurs de guidage fin et le voyage dans le temps, infrarouge, pointent vers une seule vérité. Nous ne faisons plus que regarder. Nous écoutons, nous sentons et nous touchons l'univers. Les données ne sont plus des tâches floues. Elles racontent des histoires riches. Chaque graphique, chaque spectre raconte le vent, la pluie et la chimie dans l'atmosphère d'un monde lointain. Mais la plus frappante de ces histoires, la plus inattendue, celle qui nous secouera peut-être le plus, n'a pas encore été racontée. Car, au-delà des détails techniques et des merveilles d'ingénierie, il y a une vérité beaucoup plus grande, beaucoup plus philosophique et beaucoup plus dérangeante que ces données indiquent. Lorsque ces découvertes s'unissent, elles ne changent pas seulement la diversité des planètes, mais aussi radicalement notre vision du concept d'habitabilité. Et ce changement nous amène au bord d'un gouffre si profond qu'il nous poussera à questionner notre propre existence. Il est temps maintenant de regarder dans ce gouffre et de saisir vraiment ce que signifie ce que nous voyons. Et maintenant, voici le vrai miracle, ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Les pluies de diamants, les tempêtes de fer, les atmosphères tournant à l'envers, ce n'étaient que des bandes annonces, ce n'était que le visage étrange de l'univers. Mais, quand Webb a fixé son œil doré sur le coin le plus profond, le plus sombre et le plus interdit du cosmos, ce qui est apparu n'était pas seulement étrange. C'était le plus grand choc de l'histoire de la science. C'était un tournant dans l'effort de l'humanité pour comprendre l'univers. Car lorsque Webb a regardé le début du temps, juste après le Big Bang, il a vu quelque chose qui ne devait absolument, mais absolument pas être là. Préparez-vous, car cette découverte n'a pas seulement mis à jour les manuels scolaires, elle les a pris, déchirés et jetés au feu.
Tout a commencé lorsque Webb a pris cette image légendaire du champ profond dans le cadre du programme JADS. L'objectif était simple, prendre les photos de bébés de l'univers, capturer cette première période chaotique après le Big Bang naissant, le moment où les âges sombres se sont terminés et où les premières étoiles se sont allumées. Nos théories étaient honnêtes et claires. Nos modèles étaient précis. À cette époque, l'univers était encore très jeune, la matière était dispersée. La gravité n'avait pas encore fait son travail. La seule chose que nous devrions voir, c'était de petits amas de gaz pâles, informes et dispersés. Des bébés galaxies, des lumières chétives, des poussières cosmiques. Mais, quand les données de Webb sont tombées sur l'écran, vous ne pouvez même pas imaginer le silence dans cette pièce. Et car là-bas, il y a 13,4 milliards d'années, c'est-à-dire seulement 300 à 400 millions d'années après la naissance de l'univers. Il n'y avait pas de bébés chétifs. Il y avait des géants, des galaxies comme JADES GSZ14-0. Elles n'étaient pas petites, elles n'étaient pas pâles. C'étaient des cités stellaires géantes aussi brillantes, aussi matures et aussi organisées que la Voie lactée. Les chiffres ne pouvaient pas mentir, mais ces chiffres hurlaient l'impossible. La masse de ces galaxies était plus de 10 milliards de fois celle du Soleil. 10 milliards de soleils. En seulement 300 millions d'années. C'était comme si un nouveau-né avait la sagesse et la force d'un humain de 80 ans une semaine après sa naissance. C'était physiquement impossible. Dans des conditions normales, il faut des milliards d'années à une galaxie pour atteindre cette taille. L'effondrement du gaz, la formation des étoiles, la fusion avec d'autres galaxies, c'est un processus lent, douloureux et long. Mais ces galaxies nommées briseuses d'univers avaient sauté ce processus comme si une baguette magique les avait touchées, en une période équivalente à 3% de l'âge de l'univers. Elles avaient atteint une maturité qu'elles auraient dû avoir à 50% de l'âge de l'univers. Comment ? Quelle loi physique peut effondrer le gaz aussi vite ? Quelle force gravitationnelle peut rassembler des milliards d'étoiles en si peu de temps ? Aucun modèle, aucune simulation, aucune théorie n'avait prédit cela. Les scientifiques étaient sous le choc. Ils ont dit qu'il doit y avoir une erreur dans ces données. Mais Webb était sans erreur. Ces galaxies étaient là. Elles brillaient. Et elles nous disaient que nous connaissions l'histoire de l'univers de manière totalement fausse. Mais attendez. Alors que l'effet de ce choc n'était pas encore passé, Webb a asséné le deuxième coup. Et ce coup était beaucoup plus dur que le premier. Car cette fois, le sujet n'était pas seulement les grandes galaxies. Le sujet, c'était les monstres qui gisaient au centre de ces galaxies. Les trous noirs supermassifs. Théoriquement, les trous noirs devaient être petits dans les premières périodes de l'univers. Des trous noirs de masse stellaire. 10 ? Allez, 50 fois plus lourds que le Soleil. Ils devaient grandir en fusionnant avec le temps. Oh mais, quand Webb a détecté un trou noir nommé Sears-1019, les échelles ont encore été bouleversées. Ce trou noir était là seulement 570 millions d'années après le Big Bang. Et sa masse, elle était exactement 9 millions de fois celle du Soleil. 9 millions. En seulement un demi-milliard d'années. C'était comme si un grain de sable se transformait soudainement en mont Everest. Les trous noirs ont une limite d'alimentation appelée limite d'Eddington. Un trou noir ne peut pas avaler de la matière au-delà d'une certaine vitesse. S'il mange trop vite, le rayonnement qu'il émet repousse la matière et son alimentation s'arrête. Mais
ce trou noir n'avait pas seulement dépassé la limite d'Eddington. Il l'avait pulvérisé, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à lui. Il avait grandi sans limite, insatiable. Et pas seulement lui. Un autre trou noir nommé UHZ1 avait atteint 10 à 100 millions de masses solaires 470 millions d'années après le Big Bang. C'était encore plus lourd que le trou noir au centre de la Voie lactée. Cette découverte a mis à l'ordre du jour la théorie de l'effondrement direct. Peut-être que ces trous noirs ne s'étaient pas formés par la mort des étoiles. Peut-être que des nuages de gaz géants s'étaient effondrés directement, en un seul coup, en un trou noir géant sans jamais devenir des étoiles. Cette théorie n'était que sur le papier depuis des années. Personne ne pensait qu'elle pourrait être prouvée. Mais Webb a offert cette preuve sur un plateau d'argent. Ces trous noirs étaient les architectes de l'univers. Les galaxies s'étaient nées formées autour d'eux. La question de l'œuf ou de la poule était résolue. Le monstre était arrivé en premier. Venons-en maintenant un peu plus près, car la série d'impossibilités de Webb ne s'est pas limitée à l'univers lointain. À l'intérieur de notre propre galaxie, sous notre nez. Ce qu'il a trouvé dans la nébuleuse d'Orion était du genre à faire questionner même la définition de la vie. La nébuleuse d'Orion est la maternité des étoiles, l'endroit où le gaz et la poussière se compressent et donnent naissance à de nouveaux soleils. Quand Webb a regardé là-bas, il a vu des centaines d'objets de la masse de Jupiter errant librement. On les a nommés Jumbo, objets binaires de masse jovienne. Jusque-là, tout était normal. Cela pouvait être des planètes vagabondes, éjectées de systèmes stellaires. Mais, quand Webb a regardé plus attentivement, il a vu que ces objets ne se promenaient pas seuls. Ils se promenaient par paires, des couples de planètes tournant l'une autour de l'autre sans étoiles, flottant main dans la main dans le vide spatial. Exactement 42 paires. Du point de vue de la mécanique céleste, c'était un cauchemar total. L'éjection d'une planète d'un système stellaire est déjà un événement rare, mais que deux planètes soient éjectées du même système, au même moment, en restant liées gravitationnellement l'une à l'autre. Et que cela arrive 42 fois. C'était statistiquement impossible. Une probabilité proche de 0. Si elles n'ont pas été éjectées, alors comment se sont-elles formées? Se sont-elles effondrées comme des étoiles? Mais leur masse était trop petite pour devenir des étoiles. Et selon la théorie de la formation stellaire, Judge-Schultz, des nuages de gaz aussi petits ne peuvent pas s'effondrer sur eux-mêmes pour former un objet. La limite inférieure est claire. Mais les Jumbo se fichaient de cette limite. Ils étaient là, sans étoiles, sans chaleur, sans lumière, mais par paires, dans une danse cosmique. Les scientifiques étaient là stupéfaits. Samuel Pearson de l'Agence spatiale européenne a dit « Ces choses ne devraient pas exister. La physique ne le permet pas. Mais la physique n'est que la partie de la nature que nous comprenons. Et la nature pouvait faire beaucoup plus que ce que nous comprenions. Ces Jumbo ont effacé cette ligne nette entre planète et étoile. Désormais, nous ne sommes plus sûrs de ce qu'est une planète ou une étoile. Les frontières sont devenues floues. Les catégories ont fondu. Et dès maintenant, le plus grand, le plus large, le plus cosmique des chocs, la vitesse d'expansion de l'univers, la tension de Hubble, ce grand problème qui donne mal à la tête aux astronomes depuis des années. Nous essayons de mesurer à quelle vitesse l'univers s'étend. Une méthode, le fond diffus cosmologique, dit 67 km par seconde. L'autre méthode, supernovas et étoiles céphéides, dit 73 km par seconde. Il y a une différence qui ne se ferme pas.
les scientifiques avaient point de l'espoir. Ils disaient « Webb va arriver, il mesurera plus précisément et comblera cette différence. C'est peut-être une erreur de mesure. » Webb est arrivé. Il a regardé. Il a vu les étoiles céphéides, ces phares cosmiques, bien plus nettement que Hubble. Il a réduit la marge d'erreur au minimum. Et le résultat n'a pas mis fin à la tension. Il l'a aggravé. Les mesures de Webb ont montré que Hubble avait raison. Oui, l'univers s'étend à une vitesse de 73 km par seconde dans l'univers local. Mais les mesures de l'univers précoce du satellite Planck disent aussi 67 km par seconde, et elles sont aussi très précises. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que quelqu'un mesure mal. Cela veut dire que nous comprenons mal le fonctionnement de l'univers. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas dans les lois physiques fondamentales régissant l'expansion de l'univers. Peut-être une nouvelle particule, peut-être une énergie noire précoce, peut-être une erreur dans notre compréhension de la gravité. Webb a détruit le refuge de la marge d'erreur. Il n'y a plus d'endroit où se cacher, il n'y a que les deux bouts de l'univers ne se rejoignent pas. Et cette incohérence fait craquer le modèle standard de la cosmologie, c'est-à-dire la grande théorie qui explique l'univers. Nous sommes au milieu d'une crise, mais en science, crise signifie opportunité. La crise est le moment où l'ancienne théorie meurt et où la nouvelle naît. Voilà la grande image que Webb nous montre. Des galaxies précoces impossibles, des trous noirs monstres impossibles, des paires de planètes vagabondes impossibles, et une vitesse d'expansion impossible. Chacune d'elles suffirait à elle seule à secouer le monde scientifique. Mais quand elles arrivent toutes en même temps, du même télescope, l'effet est identique à un tremblement de terre. Ces découvertes ne changent pas seulement les livres d'astronomie, elles remettent en question tout ce que nous pensions savoir. L'histoire de l'univers, le contenu de l'univers, les règles de l'univers, tout est sur la table, tout est ouvert à la discussion. Mais, au milieu de tout ce chaos, de toutes ces théories effondrées et de cette stupeur, une seule question résonne dans notre esprit, plus brillamment, plus instamment et plus personnellement que les autres. Si l'univers est si étrange, si plein de choses inattendues et impossibles, alors qui sommes-nous? Où sommes-nous dans ce désordre cosmique? Et surtout, sommes-nous seuls dans ce nouvel univers sauvage et incompréhensible? Et cette question de la solitude a été remise sur la table, une fois de plus, avec la découverte la plus audacieuse, la plus secouante et peut-être la plus prometteuse de Webb. K2-18b. Cette planète se trouve à 120 années-lumière dans la constellation du Lion. C'est un monde icéen, c'est-à-dire une planète recouverte d'un océan d'eau géant et chaud sous une atmosphère riche en hydrogène. Mais ce qui a porté K2-18b à la une des journaux n'est pas seulement son océan, c'est une molécule que Webb y a trouvée, le diméthylsulfure ou DMS. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pour les biologistes sur Terre, c'est l'une des empreintes digitales les plus puissantes de la vie. Sur Terre, le DMS est produit uniquement et exclusivement par des êtres vivants. Plancton marin, algues, bactéries, la vie microscopique dans nos océans libère du DMS dans l'atmosphère. Aucun autre processus géologique connu, volcan, éclair ou réaction chimique, ne peut produire cette molécule en quantité significative. Webb a vu des traces possibles de DMS dans l'atmosphère de K2-18b. Arrêtez-vous et pensez à ce que cela signifie. 120 années-lumière, en orbite autour d'une autre étoile, une planète océan géante.
et dans son atmosphère, un gaz qui signifie seulement vie sur Terre. Cela ne veut pas dire que nous avons trouvé une vie extraterrestre. Pas encore. Les données sont à la limite. Le signal est faible. Mais même sa probabilité a créé un séisme dans le monde scientifique. Si cela était confirmé, ce sera la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. La preuve chimique que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et pas seulement le DMS. Webb a aussi trouvé du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la même planète. La présence conjointe de ces deux gaz signifie un déséquilibre chimique. Normalement, ces gaz devraient ne réagir entre eux et disparaître. S'ils restent ensemble, il doit y avoir une source qui les produit constamment. Sur Terre, cette source est la vie. Pourrait-il y avoir de la vie sur K, 2-18b aussi? Cette découverte a complètement changé le concept d'habitabilité. Pendant des années, nous avons regardé seulement les planètes rocheuses, semblables à la Terre. Nous avons cherché une deuxième Terre. Mais peut-être que la vie se cache dans des endroits qui ne ressemblent pas à la Terre, dans des mini-Neptunes avec une atmosphère d'hydrogène, des océans chauds, 2,6 fois plus grandes que la Terre. Webb nous a appris non seulement où regarder, mais aussi quoi regarder. Et l'endroit qu'il montre est bien plus étrange et bien plus prometteur que ce que nous avions deviné. Cependant, l'onde de choc de Webb ne s'est pas arrêtée là. Tournons maintenant notre route vers l'un des événements les plus explosifs, les plus violents et les plus grandioses de l'univers, la kilonova. La kilonova est la collision de deux étoiles à neutrons. Les deux objets les plus denses de l'univers entrant l'un dans l'autre à des vitesses proches de la lumière. Cette collision libère une énergie si grande qu'elle fait trembler l'espace-temps lui-même. Elle émet des ondes gravitationnelles. Et dans cette explosion, les éléments les plus lourds de l'univers sont produits. L'or, le platine, l'uranium. Lorsque Webb a étudié un sursaut gamma nommé GRB230307A, il a pris cet événement de kilonova en flagrant délit. L'explosion avait eu lieu à exactement 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Et les yeux sensibles de Webb ont détecté un élément brillant dans les débris de cette explosion. Le tellure. Le tellure est un élément encore plus rare que le platine sur Terre. Et Webb a trouvé sa maternité cosmique. Cette découverte a confirmé la théorie du processus R. Elle a prouvé que les éléments lourds de l'univers sont produits non pas dans les supernovas, mais dans les collisions d'étoiles à neutrons. La bague en or à votre doigt, les métaux rares dans votre téléphone, ils viennent tous des débris de deux étoiles mortes, entrées en collision il y a des milliards d'années. Webb nous a montré nos racines. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, mais pas une poussière ordinaire. Nous sommes une poussière forgée dans les collisions les plus violentes de l'univers, cuite dans un four cosmique, née d'un feu nucléaire. Et maintenant, regardons comment Webb a secoué la structure la plus grande, la plus large et la plus cosmique. L'amas de galaxies El Gordo. El Gordo est le plus grand, le plus chaud et le plus brillant amas de galaxies connu ayant existé dans les premières périodes de l'univers. 6,2 milliards d'années après le Big Bang. Sa masse est de 2,1 quadrillion de fois celle du Soleil. Oui, quadrillion. Cela signifie le rassemblement de milliers de galaxies, de trillions d'étoiles, d'une quantité inconcevable de gaz chaud et de matière noire. Théoriquement, la formation d'une structure aussi géante dans une période aussi précoce de l'univers est très difficile. Le modèle cosmologique standard dit que les structures se forment en s'unissant lentement, du petit
vers le grand. Mais El Gordo enfreint cette règle. C'est un géant très en avance sur son temps. Quand Webb a regardé El Gordo, barre verticale, il n'a pas seulement vu sa taille, barre verticale, il a aussi vu comment il agissait comme une lentille gravitationnelle. La masse immense d'El Gordo courbe l'espace derrière lui et agrandit la lumière des galaxies plus lointaines. Webb a utilisé ce télescope naturel pour découvrir une galaxie super fine qu'ils ont nommée La Flaca et une étoile géante rouge nommée Quilur, cachée derrière El Gordo. Quilur est une étoile datant de 3 milliards d'années après le Big Bang. Une seule étoile. Il est impossible de voir une seule étoile à des milliards d'années-lumière. Ordmee. Quand la lentille d'El Gordo et la netteté de Webb se sont unies, l'impossible est devenu possible. C'était comme observer la bougie la plus lointaine de l'univers avec la plus grande loupe de l'univers. La présence d'El Gordo et ses objets antiques qu'il grossit donnent aussi des indices sur la nature de la matière noire. Ce qui maintient une masse aussi grande ensemble est la matière noire. Et Webb, en cartographiant ce squelette invisible, nous aide à comprendre la partie peut-être qu'en regardant cette vidéo. Toutes ces informations, ces chiffres géants, ces mondes impossibles t'ont un peu fatigué, peut-être un peu effrayé, peut-être t'ont-ils fait dire « Quelle importance cela a-t-il à côté de ma petite vie, de mes factures, de mes soucis? Comment te sens-tu? D'un côté, écrasé, émietté, néantisé face à cette échelle cosmique, ou de l'autre, comme une partie de ce tout immense, comme un héros de cette grande histoire? La réponse est probablement les deux, et c'est ce qui doit être, car cette dualité est l'essence de l'être humain. Être aussi petit qu'un grain de poussière et aussi grand que pour saisir l'univers. Être à la fois un souffle passager et un héritage infini. Trembler de peur et s'élancer avec courage. Cette tension émotionnelle est ce qui nous maintient en vie, même si nous nous sentions seulement grands. Nous serions arrogants et détruirions la nature. Si nous nous sentions seulement petits, nous serions désespérés et abandonnerions. Mais ressentir les deux en même temps, c'est cela la sagesse. C'est une fierté mêlée d'humilité. C'est respecter l'univers tout en connaissant sa propre valeur. C'est la plus grande leçon que Webb nous enseigne. Peu importe à quel point l'univers est étrange, nous sommes au moins aussi étranges que lui. Et cette étrangeté est le plus beau point commun qui nous lie les uns aux autres. Désormais, nous savons que chaque fois que nous regardons le ciel, nous ne voyons pas seulement des étoiles, nous voyons des mondes de diamants, des océans de lave, des tempêtes de fer tournant autour de ces étoiles. Si désormais, nous savons que ce vide sombre n'est pas vide en réalité. Il est plein de potentiel, de mystères et d'histoires encore inexplorés. Notre voyage ne s'arrête pas là. Au contraire, il ne fait que commencer. Le télescope Webb nous a entrouvert la porte de l'univers, mais ceux qui entreront par cette porte, c'est nous, notre curiosité, nos questions, nos rêves. Peut-être que nous ne pourrons pas aller vers ces mondes lointains, mais nos enfants, nos petits-enfants ou leurs petits-enfants iront. Les choses impossibles que nous imaginons aujourd'hui seront les réalités ordinaires de demain. Cela a toujours été ainsi à travers l'histoire. Il fut un temps où nous pensions que la Terre était plate, puis nous avons appris qu'elle était ronde, sans qu'il fut un temps où nous pensions être au centre de l'univers. Puis, nous avons appris que nous étions dans un coin ordinaire. Il fut un temps où nous pensions que la seule galaxie était la Voie lactée. Puis, nous avons appris qu'il y avait des trillions de galaxies. Maintenant, nous pensions que les planètes devaient être normales.
Mais Webb nous a montré que la définition de la normalité de l'univers est très différente de la nôtre. Chaque découverte nous a un peu plus rapetissé, mais a un peu plus agrandi notre vision. Chaque réponse a donné naissance à des milliers de nouvelles questions. Et ce processus est la plus grande aventure de l'humanité. Une aventure sans fin, excitante à chaque pas, surprenante à chaque arrêt. Maintenant, en arrivant à la fin de cette vidéo, je te demande une chose. Que ce soir, si le ciel est clair, sors et regarde le ciel, regarde ces points brillants, cette obscurité silencieuse, et souviens-toi que là-bas, au loin, quelque part, maintenant, à cette seconde précise, il pleut des diamants, le fer fond, les océans bouillent, et ensuite, dis-toi ceci, je suis là, je suis petit, mais je vois, je suis éphémère, mais je comprends, je suis seul, mais je ressens. Cette phrase n'est pas ton défi à l'univers, c'est ta paix avec lui, car toi et l'univers n'êtes pas deux choses séparées. Tu es l'univers ayant pris forme humaine pour un instant. Et quand tu regardes ce ciel, tu te regardes en fait toi-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Découvrir l'univers par les yeux de Webb, être témoin de ces mondes dérangeants mais fascinants a été pour moi une expérience inoubliable. J'espère qu'il en a été de même pour toi. La science n'est pas seulement un travail fait dans des laboratoires. La science est une façon de voir la vie. La science, c'est être curieux, questionner, s'émerveiller. Et ce que nous avons vu dans cette vidéo est la forme la plus poétique, la plus dramatique de la science. Cette histoire se termine peut-être ici, mais l'histoire de l'univers continue. Et tu es l'un des personnages les plus importants de cette histoire. Car si tu n'étais pas là, il n'y aurait personne pour écouter cette histoire. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, avec cette nouvelle conscience, retourne à ta vie. Mais garde toujours un œil là-haut, sur ces étoiles. Car qui sait, et peut-être que demain, peut-être dans un an, Webb nous montrera une chose telle que tout ce que nous appelons impossible, aujourd'hui, deviendra le savoir périmé de demain. Avec Webb, nous sommes allés jusqu'aux coins les plus impossibles de l'univers, jusqu'à l'aube du temps. Mais, il y a une vérité effrayante que je ne vous ai pas dite. Ce moment que nous pensions être le début pourrait en fait être une fin. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Seulement le néant ou le fantôme d'un ancien univers mort. Dans le prochain voyage, nous passerons dans cette zone interdite où le temps n'existe pas, au-delà du point zéro. Êtes-vous prêts?